Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 3 de Sauvé en conversation. Je suis Jacques Sauvé, votre animateur. Sûrement, vous vous êtes déjà demandé, est-ce que jouer du saxophone pourrait mener à une carrière dans un corps policier qui mène à la cybersécurité, qui mène à enseigner dans l'université? Bien, si oui, vous êtes à la bonne place parce que mon prochain invité va pouvoir répondre à toutes vos questions. Tâchez vos trucs, vos ceintures, la petite toune d'introduction obligatoire, puis après ça, on s'en va en studio, en conversation avec Francis Côte. Venez-vous-en. Donc, j'ai rencontré Francis par le biais de sa participation au podcast La French Connection avec Patrick Mathieu et compagnie. J'ai bien aimé sa participation. Je pense qu'il est rentré avec un segment qu'on appelle la Friend Connection, qu'on a commencé l'année dernière, où on a introduit des gens de la cybersécurité. Et j'ai bien aimé la participation de Francis. Je pense que tout le monde a bien aimé sa participation. En fait, il est revenu plusieurs fois à la French Connection. On aime bien ça quand il participe parce que c'est une personne qui s'exprime très bien. Il n'a pas peur de parler, de partager ses opinions. Et il y a un petit côté humoristique. En fait, sa bannière sur LinkedIn dit « La meilleure façon de contourner quelque chose qui ne se contourne pas, c'est de la contourner. » Vous voyez le genre? Francis travaille à la Sûreté du Québec depuis presque 24 ans. Il a commencé ça comme patrouilleur. Ensuite, il a fait son chemin en spécialiste des dispositifs de sécurité, conseiller, enquêteur en sécurité, analyste, tout ça. Et aujourd'hui, si je me trompe pas, on va en parler un petit peu plus tard, il a été prêté au MCN, au ministère de la Cybersécurité et du Numérique, en tant que conseiller stratégique au niveau de cybersécurité. J'ai finalement eu la chance de rencontrer Francis l'année dernière, au mois d'octobre, au Hackfest à Québec. Plusieurs choses m'ont surpris. Premièrement, il est bien plus grand que je pensais qu'il paraît sur sa caméra. Puis moi, ceux qui m'ont rencontré, ben ils savent que vous savez que je suis pas un petit monsieur non plus. Et en plus, il portait son arme de service. Fait que je l'ai traité avec le plus de respect possible et je l'ai appelé monsieur. Merci Francis d'être ici. C'est cool de participer, ta participation là-dessus. Ça fait très plaisir d'être avec toi ce soir, Jacques, puis d'être dans tes premiers podcasts. Là. J'ai l'impression d'être sur le podium étant un des 3 premiers. Fait que c'est un privilège en même temps. Fait que ça me fait très plaisir d'être là ce soir. Je suis bien content que tu aies accepté de participer à ça. Donc, c'est ça. Le but ici, là, c'est de découvrir un peu ton histoire, comment tu es arrivé, comment ça a tout commencé, ton intérêt en informatique et spécifiquement comment ça a amené à la sécurité. Mais je vois que tu commences... on parle de 1999, tu te rentres dans la Sûreté du Québec, tu deviens patrouilleur pendant presque 4 ans. Qu'est-ce qui te parle là-dedans? Là? Est-ce que c'est comme beaucoup de petits gars qui disent « Moi, je veux être policier ». Qu'est-ce qui t'a attiré vers ça? Oh, j'ai un parcours très, très, très atypique, Jacques. Oh. Avant de rentrer dans la police, là, moi, mon rêve, c'était de... Moi, je suis saxophoniste de profession. Fait que déjà en partant, moi, je suis musicien. Puis, je te regarde probablement que tu n'as jamais entendu parler. Non? Mais oui, effectivement, moi, je suis un joueur de saxophone à l'origine. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai rencontré ma conjointe à l'époque. Et donc, je me dirigeais vraiment vers une carrière en enseignement de la musique, avec les sciences. Je n'étais pas sûr là, ce que j'allais faire exactement. Puis, à un moment donné, je peux même pas dire à quel moment ça s'est produit. Là. J'ai décidé de prendre complètement une autre orientation, puis de faire le saut là, au niveau de la technique policière au Collège François-Xavier Garneau à l'époque. Donc, c'était un petit peu la décision entre manger, avoir de l'argent un petit peu dans son compte de banque versus d'essayer de vivre de son art, parce que ça reste qu'au Québec, les saxophonistes, il y en a beaucoup qui enseignent la flûte à bec, là, fait que j'ai des anciens collègues que c'est ça. Donc, à un moment donné, je garde ça. Je peux toujours garder ça puis continuer de jouer de mon côté et faire une carrière dans le domaine policier. Là. Ah oui, parce que tout le monde que je connais qui joue le saxophone rêve à devenir policier après. Oui, convaincu. Non, mais il doit avoir un intérêt quelconque là-dedans. Qu'est-ce qui t'a attiré au corps policier? Hey, c'est une très, très bonne question. Moi, je dirais que c'était... là, je vais dire quelque chose qui est
complètement pas correct de dire. Là. Je suis pas dans le politique correct, là. Mais il y en a qui disent qu'il y a des gens qui rentrent dans la police pour le power trip. Ouais. Ben, moi, c'est direct ça. On va partir avec ça. Okay. Mais pas le power trip dans le mauvais sens du terme. Pas être baveux, là. Non, vraiment... pas pantoute, mais dans le sens que moi, je suis un gars qui a toujours aimé régler des problèmes, trouver des solutions, etc. Puis, moi, je trouvais que le métier de policier, c'était un des métiers qui permettait de faire ça. Au-delà de dire gros auto, gros fusil, etc., ce qui est un peu l'image un peu caricaturale qu'on se fait là, des policiers, ben non, moi, c'était vraiment plus l'idée de dire, oui, tu as accès à une radio, tu as le répartiteur qui peut t'aider, tu as besoin d'assistance, tu sais jamais quel problème tu vas résoudre dans la journée. Donc, il y avait vraiment le côté hasard, le côté jamais savoir ce qu'on va faire dans la journée, quel problème on va avoir à régler, à rencontrer. Donc, c'était un peu ça. Donc, l'espèce d'aventure là, d'essayer de quelque chose qui, chaque journée est différente. Là. À l'origine, c'était ça. Puis, on se le cachera pas, j'ai suivi des copains qui s'en allaient là-dedans. Donc, à l'époque, quand tu es plus ado, ben, tu sais, la pression des pairs, ben, ça aide aussi. Là, donc, Oui, parce que ça prend une mentalité, ça prend quelqu'un de spécial pour aller là-dedans. Moi, écoute, ça m'a fait un peu chier toutes les dernières années, là, depuis toute l'histoire de Floyd en 2020, puis tout le mouvement Defund the Police, parce que moi, je trouve que c'est absolument le contraire qu'il faut faire. Puis j'ai toujours eu énormément de respect, même quand je me fais coller là, pour un biais de vitesse. J'ai toujours eu énormément de respect pour les policiers, que ce soit la SQ, les policiers municipaux, parce que vous savez jamais à quoi vous allez vous attendre. Là. Tu peux coller quelqu'un pour la vitesse, puis tu sais, tu finis dans les nouvelles, là, t'as perdu la vie à un fou. On l'a vu la semaine dernière, hein, on enregistre ça une semaine après le décès de Maureen Bro. Puis tous les impacts que ça a sur tous les policiers, tous les corps policiers partout. Moi, je vous trouve courageux et fou en même temps, là, parce que tu sais jamais comment ta journée va finir quand tu pars là-dedans. Là. Ah non, définitivement, ben c'est un peu ça qui faisait le plaisir aussi du travail, là, Ouais. qu'il n'y ait aucune routine, etc. Mais effectivement, ça a évolué la police dans les dernières années. C'est pas la même chose que quand je suis rentré en 99, parce que moi, je suis un ancien de la police de Montréal, hein, avant de joindre la Sûreté du Québec. Moi, Oui, OK. Ben, ça, c'est pas dans OK, tu as commencé à Montréal, après ça, tu t'es joint à la SQ. Oui, moi, j'ai commencé à la police de Montréal. J'étais permanent à la police de Montréal. Puis moi, mon rêve, c'est de devenir technicien en explosifs. Fait que c'est pour ça que j'ai quitté Montréal pour joindre la Sûreté du Québec. OK, fait que toi, t'as aimé le film, c'était quoi, The Hurt Locker? T'as dû aimer ça, ce film-là? Va falloir que tu me le dises en français, parce que moi, en anglais... The Hurt Locker, je sais pas comment c'est en français, c'est un gars qui va c'est où qu'il va, là, les Américains sont allés en Irak, là, ou je sais pas quoi, puis lui, c'est ça qu'il fait, là, il défait les bombes. C'est probablement le démineur en français. OK. Parce qu'il y a un film qui s'appelle comme ça, de Il y a un moment donné, il y a un vieux monsieur qui arrive, là, puis ils ont mis plein de bombes dessus, là, plein de dynamite puis d'explosifs. Puis là, il dit aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Puis il y a un compteur, puis le gars, il essaye de l'aider, mais il dit garde, ça marchera, je serai jamais capable de défaire ça. Puis il fait juste, le gars, il saute, là, il a pas le choix, il est pas capable de défaire tous les cadenas, mais à temps, là. Mais on voit moins ça souvent au Québec, là, mais c'était la direction que je voulais prendre à l'époque. Puis finalement, je serais jamais devenu technicien en explosif là, pour les corps policiers. Là. Fait que 4 ans, au SPVM, je sais pas combien de temps t'as passé. Après ça, 4 ans. Un an, OK. Fait que quasiment 5 ans quand même comme patrouilleur, policier. As-tu vécu des affaires là, que ça a passé proche ou c'était plutôt calme ton 5 ans? Non, j'ai vécu des affaires quand même intéressantes. C'est sûr que ce soir, là, tu vas peut-être me trouver un peu Jacques. Va faire que j'étais loin du domaine policier parce que ce soir, je suis plus à titre de spécialiste en sécurité de l'université. Fait que je veux pas trop aller du côté domaine policier. Mais une chose que je peux te dire, c'est que je suis un des rares, sinon le seul patrouilleur à avoir couvert 2 fois des écrasements d'OVNI, ce qui est une chose relativement rare dans une carrière. Donc, des écrasements de quoi? D'OVNI. OVNI? Oh oui, E.T., là, puis fait que... OK, Project Blue Book, puis tout. Là. Ouais, on s'entend que c'est anecdotique dans le sens que c'est des gens qui appellent, vous dire qu'ils ont vu tomber quelque chose, puis okay. faut aller voir c'est quoi, mais ça reste que c'est des appels réels qui sont déjà rentrés. Là.
Fait qu'au cours de cette carrière-là, tu commences, là, tu pars en sécurité, là. Spécialiste en dispositifs de sécurité, ça semble être ton premier titre là, au niveau de sécurité, de ce qui touche à la sécurité. Dispositifs de sécurité, on parle de quoi? On commence à parler de sécurité physique, là. On n'est pas dans le cyber encore, c'est ça? Ah, on est à moitié entre les deux. Grosso modo, moi, j'ai appliqué sur le mauvais concours. J'étais un peu comme Obélix, là, qui est tombé dans la potion magique. C'est un peu ça qui m'est arrivé dans le domaine de la sécurité. Comme bien du monde, hein, qui Oui. font de la sécurité parce qu'ils sont tombés dedans à un moment donné, puis ils ont aimé ça, puis ils ont continué. Ben, moi, ce qui est arrivé, c'est que quand j'étais au cégep, moi, j'étais un technicien en sono puis en éclairage. Fait que je capotais sur vraiment tout ce qui est sono, les montages vidéo, etc. Et hey, à un moment donné, il y avait un concours qui avait ouvert au niveau de l'écoute électronique. Donc, là, moi, je disais, on va aller cacher des micros chez les suspects, ça va être le fun. Fait que j'avais appliqué sur un concours. Et à un moment donné, en parlant avec un des dirigeants, on m'a dit, c'est quoi ton background, etc. Fait que j'ai expliqué, moi, j'étais un gars de sonorisation, d'éclairage, de vidéo. Fait que là, on m'a dit, non, tu comprends pas, le jeune. Ici, on ne met pas des micros. C'est une job de serrurier. Et là, à ce moment-là, j'étais une jeune recrue, puis quand on me dit serrurier, je me rappelle, j'avais dit au patron à l'époque, là, ça fait plusieurs années, c'est au début de ma carrière, j'avais dit, ben oui, moi, je suis une jeune police, moi, je veux arrêter des bandits, je veux pas faire des copies de clés dans un petit local lugubre avec les balais en dessous des escaliers, là. Puis on m'avait dit à l'époque, viens voir c'est quoi qu'on fait, puis tu te feras une idée après. Okay. Et sans rentrer trop dans les détails, avec les enquêtes de l'époque, printemps 2001, etc., c'est devenu de connaissance, on va dire, générale que les services policiers cachent des caméras, puis des micros, puis des trucs comme ça. Là, maintenant, c'est plus quelque chose qui est secret. Là. C'est divulgué à la cour, c'est divulgué dans les médias. Mais encore faut-il, même si j'ai un expert qui est capable d'aller cacher une caméra dans une fleur sur le centre de table, encore faut-il qu'il y ait quelqu'un qui soit capable d'y donner accès. Quelqu'un qui est capable de contourner l'alarme, contourner le système de contrôle d'accès, contourner la serrurerie, contourner le chien, etc. Donc, moi, c'est le travail que j'ai fait durant des années. Donc, moi, ma spécialité, c'était de contourner des dispositifs. Donc, autant électronique, physique, ingénierie sociale, etc. Là, donc, tu comprendras que je ne pourrais pas aller baver plus loin que ça dans l'explication. Mais l'explication, quand je donne des conférences officielles, je peux aller jusque-là, mais je ne vais pas plus loin. Mais ça donne quand même une idée un peu. Oui, tu ne vas pas révéler tous tes secrets, hein, sinon tout le monde va en profiter. Puis là, c'est ça, conseiller. Là, tu deviens sergent, conseiller en sécurité. À partir de 2007, c'est un peu la même chose. Tu es encore dans le matériel, la sécurité physique. Pour faire une différence, si on veut faire un comparatif avec ce qu'on fait en cybersécurité, je faisais du Red Team avant, OK? Donc, et là, je tombe en Blue Team. C'est-à-dire que là, quand je deviens sergent à la protection de l'État en 2007. Et là, mon rôle, c'est non pas d'attaquer des systèmes, mais de les défendre. Donc, j'avais à faire des recommandations de sécurité physique, principalement pour les gens qui étaient sous la protection de la Sûreté du Québec, là. Donc, Assemblée nationale, Premier ministre, délégation du Québec à l'étranger, etc. Donc, des recommandations en sécurité physique, là, proprement dit. Fait que là, tu pars de j'ai appliqué sur le mauvais concours à hey, ça commence à être intéressant. Là. Oui, là, ça commence à être intéressant. C'est là que j'ai eu un petit peu la piqûre pour vraiment aller un petit peu plus loin. Puis là, c'est là que j'ai réalisé ma certification des IS, le PSP, le Physical Security Professional. Je pense qu'à l'époque, j'étais le 8e au Québec là, à aller chercher la certification. Là. Donc, puis, fait que c'est ça. Fait que j'ai fait ça jusqu'en 2014 à peu près. Ouais, d'après LinkedIn, c'est ça. Ah, c'est marqué sur LinkedIn. LinkedIn, c'est sur les internets. C'est les internets, c'est vrai. Les internets disent toute la vérité, hein? Les internets, ils disent toute la vérité. Faut tout croire ce qu'on lit sur Internet. En 2014, justement, tu deviens sergent, enquêteur, analyste. Et là, on dirait qu'on rentre un peu plus là, dans le volet cybersécurité. Là. C'est ça ou? Oui et non. À ce moment-là, moi, quand on vient me chercher, on a besoin d'un coup de main, entre autres, pour faire des analyses technologiques sur, par exemple, les terminaux de points de vente, là, le clonage de cartes de crédit, etc. Ah ouais. Donc, ça, c'est vraiment le côté informatique judiciaire. Donc, vraiment, là, de trouver où est la preuve dans des équipements électroniques, des téléphones, des ordinateurs, extraire la preuve, faire l'analyse, témoigner à la cour, etc. Donc, c'est ça que j'ai fait durant quelques années, là, lorsque j'étais, on appelait ça le module technologique. Là. Maintenant, ça a changé de nom.
Mais c'était vraiment ça. Donc, c'est vraiment là, tout ce qui est computer forensic en anglais. C'est ça. Ben là, au moins, tu commences à toucher un peu plus les bits puis les bytes là, que de juste les serrures puis les fenêtres puis les micros. Là. Ah ouais, mais j'ai touché déjà avant, OK. Jacques, parce que en offensif, moi, quand je suis rentré aux environs de 2003-2004, dans ces environs-là, on avait de la serrurerie électronique, on avait des protocoles, il y avait des caméras IP, donc OK. Je vois du, là-dedans quand même. oui, oui, du Wireshark, là, j'ai joué à ça, là, Ah, oui, ouais. ça fait longtemps, là, c'est pas quelque chose de nouveau, là, donc comprendre les protocoles. Puis, où est-ce que j'ai vraiment eu la piqûre, c'était avec une organisation qui s'appelait l'Institut international des télécommunications. Je sais pas si ça dit quelque chose. Non. Non. L'IIT. OK. Ça, c'était à Montréal, c'était à, je ne me trompe pas, à Place Bonaventure. Et ça, c'était gros, là. C'était des méga salles, des serveurs, puis etc. Puis eux autres, il y avait un cursus de cours incroyable. Juste en Wi-Fi, il devait y avoir une affaire comme 12 cours qu'on pouvait prendre. Puis c'est là que j'ai fait une formation, ils appelaient ça une certification en IP industriel niveau 2. Puis, fait qu'eux autres, ils vraiment, là, ils donnaient des formations de 3, 4, 5 jours, 2 semaines, etc. Puis, OK. d'ailleurs, c'est là que j'ai rencontré un enseignant, je me rappelle encore de son nom, il s'appelait Éric Pison. Je l'ai comme contact sur LinkedIn. Puis c'est eux autres qui m'ont donné vraiment la piqûre là, d'aller plus loin. Parce que je me rappelle quand je suis rentré là, pour moi, un routeur, pour moi, c'est une boîte bleue qui est marquée ligne 6 avec 4 fils en arrière. Ça, c'est un routeur pour moi. OK? Ouais, ah ouais. Fait que À la là, maison. ben, on commence le cours, puis là il m'explique qu'il y a une boîte que ça, c'est un routeur. Il y a une boîte que ça, c'est le serveur DHCP. Puis il y a ça, c'est le serveur DNS. Puis et là, au début du cours, j'ai mêlé ce prof-là. C'est tout dans la même boîte. Là. Pourquoi il me parle de ça séparément? T'sais? Fait que là, à un moment donné, là, j'ai commencé à comprendre comment ça fonctionnait. Puis que ce qu'on appelle un routeur, c'est pas tant un routeur que ça. Là. Non. C'est une boîte qui fait un tapon un tapon de fonction. Donc, c'est un peu là que j'ai eu la piqûre. Donc, puis je me rappelle, tu parlerais à ma conjointe, là, euh, je me réveillais la nuit, je parlais la nuit. C'est du Per VLAN Spanning Tree. Je me rappelle d'un matin, je déjeune, puis ma conjointe a dit, Francis, c'est quoi du Per VLAN Spanning Tree? Là, j'ai dit, mais de quoi tu parles? Ben, c'est ça. Où c'est que t'as pogné ça, tu sais? Ben, c'est parce que t'as pas arrêté de dire ça toute la nuit. Ah ben, tabarslac. Fait que c'était beaucoup de matériel, là, tu sais, pour quelqu'un qui n'était pas issu des technologies à l'époque, là. C'était beaucoup, beaucoup de nouveaux matériels. Puis, alors, Parce que finalement, t'as pas eu tu viens pas d'un background où tu as eu de la formation réseautique, informatique, là, toi, là. pas en tout. Pas en tout. Pas en tout. Moi, ma formation réseautique, là, je l'ai commencé quand que j'ai acheté mon premier Xbox. Puis là, il y avait une méthode pour mettre ça en réseau, pour simuler qu'on était un à côté de l'autre, pour faire des LAN parties. Puis c'est là que ça a commencé, là. À se tirer des fils dans l'appartement pour réussir à se connecter à distance, là, pour jouer à Halo sur le premier Xbox. OK. C'est comme ça que ça a commencé. Ah boy, OK. OK. Fait que, ça a surtout été à propos de la sécurité physique, puis des choses comme ça, plus les dispositifs de sécurité, là, comme ça. Ça a toujours été plus à propos du physique avec toi, là. Oui, oui. Moi, à l'origine, je suis vraiment un gars d'offensif physique. OK. Mais ça reste, comme je dis, il y a beaucoup de systèmes que c'est électronique. Là. Ouais. Donc, c'est un système d'alarme, par exemple. Est-ce que c'est électronique? Est-ce que c'est de la cyber? Est-ce que c'est hybride entre les deux quelque part? T'sais? Fait qu'à un moment donné, il y a beaucoup, beaucoup de zones grises. Hein. On essaie de camper ça vraiment dans des sphères précises, mais concrètement, dans la vraie vie, c'est Ça touche multidomaine. l'informatique, Ouais. à un certain niveau. Puis là, depuis 2017, sergent spécialiste, conseiller en technologie. Fait que là, t'es encore plus dans la technologie, la sécurité. C'est quoi là que ça devient, là? Ben là, c'est à large. Ce qui est arrivé, grosso modo, c'est que j'ai fait le tour de plusieurs divisions de l'organisation où ce que je suis, qui faisait que j'avais une vision un petit peu là, 360 degrés sur ce qui se faisait, autant en technologie policière, administrative, offensive, défensive, cyber, etc. Donc, j'ai commencé à soutenir les gestionnaires là, au niveau des questionnements en lien avec ça, là, parce que c'est de plus en plus technologique maintenant. Là. Alors ça, c'était le rôle que j'avais là, dans les dernières années. Là, soutenir les projets de recherche et développement, ce genre de choses-là. Cool. Puis là, si j'ai bien compris,
c'est ça, là, t'es en prêt au MCN, c'est ça? Oui, là, depuis octobre l'année dernière, ce qui est arrivé, le MCN cherchait un expert en sécurité de l'information, accès sécurité physique. OK. Et c'était à l'époque, c'était M. Waterhouse qui était là, Steve Waterhouse Mm. qui était là. Et Mhm. ben, lui m'avait déniché via LinkedIn. On ne se connaissait pas vraiment avant. Ah non? OK, je pensais que tu connais Steve. Hein. Non, Je non, pensais que tu du le tout. connaissais. Je pense qu'on s'est croisés une fois au Hackfest à un moment Ah, donné. OK. Je pense qu'il faisait du lockpicking avec une de mes gestionnaires de l'époque. Puis on s'est croisés là quelques minutes. À ma souvenance, on se taquinait un petit peu sur LinkedIn, là, parce que OK. ben, tu le sais, là, mais Ouais, ben c'est ouais. une des choses c'est une des raisons que j'ai pensé à toi tout de suite quand j'ai voulu démarrer le podcast, parce que justement, sur LinkedIn, tu participes beaucoup, tu poses des choses et tu partages des choses très intéressantes, puis t'as pas peur de partir des débats et de donner des commentaires, puis c'est intéressant, là, ce que tu demandes. Tu sais, c'est bon. Moi, je pense que c'est en discutant qu'on apprend des choses. Hein. Fait que, Oui. puis je dis souvent à mes étudiants, plus qu'on devient un expert, plus qu'on se rend compte qu'on connaît rien. Tu sais, c'est un peu, Mhm. moi, c'est un peu la vision que j'ai. Oui. Fait que moi, je n'ai pas peur de dire, ben regarde, on demande aux autres gens autour, autant aux utilisateurs qu'aux autres experts, aux autres spécialistes pour avoir des idées. C'est sûr que tu comprendras que moi, mon rôle au gouvernement et dans les services policiers fait que faut que je fasse très attention au sujet que je vais aborder, là, Oui. Ah. parce que je ne veux pas m'impliquer dans le domaine politique. Moi, je suis quelqu'un qui est foncièrement apolitique. Moi, dans ma carrière, j'ai eu à protéger à peu près toutes les parties et Hum. je ne m'implique pas en politique pour 5 cents. Je vais voter comme citoyen, mais ça s'arrête là. Et même à la maison, il n'y a pas vraiment de débat politique, là, puis etc. Au niveau des services policiers, c'est la même chose. Je, Ouais. je commente excessivement rarement là, euh, des trucs qui se passent là, au niveau des médias. Donc, j'essaie de me conserver vraiment au niveau, de me concentrer vraiment sur vraiment les aspects de sécurité. Là. Vraiment le côté pédagogique là, d'améliorer les Mhm. choses là, via l'enseignement. Ben, voilà, on arrive à ça. En plus d'être dans la SQ, puis c'est toute ta carrière là-dedans, et là, la MCN, ben, en plus de ça, depuis quoi, je vois depuis 2013 environ, chargé de cours au HEC, formateur chez ETS, donc tu tombes dans la formation. Comment ça se passe, ça, qu'est-ce qui arrive là, pour déclencher ça? Oh mon Dieu, ben, je donnais de la formation continue, ça fait plusieurs années que je donne de la formation continue en sécurité physique. Ça fait plusieurs années. Là. Je ne me rappelle plus exactement quand j'ai commencé. Là. Au nom de la SQ, là, Non, tu donnes du ça. tout. Non, non. Du tout. À Tu tombes titre là-dedans complètement dehors de la SQ, là. complètement dehors de la SQ, à titre personnel, je donne de la formation depuis plusieurs années. Là. Je ne me rappelle plus exactement quand j'ai commencé. J'ai dû commencer à peu près à moi 2007-2008 aux environs de ça. C'est toi qui as Euh, poursuivi ça ou il y a quelqu'un qui t'a approché et dit Hey, peut-être tu serais bon à former? Comment ça se passe? Jacques, j'en ai aucune Tu t'en idée. souviens plus? Je m'en rappelle plus. Je sais que la première compagnie avec qui j'avais travaillé, c'était Contec. Eux autres OK. donnaient de la formation pour les architectes, les ingénieurs, donc d'avoir de la formation en sécurité physique, en quincaillerie architecturale, etc. C'était intéressant pour eux autres. Puis moi, j'aimais ça enseigner, donc ça faisait mon affaire. Mais c'était pas beaucoup, là. Je pense que j'enseignais, je pense que c'était 3 jours par année, là. C'est pas. OK. On était plus du domaine du passe-temps, là. Mais tu t'aperçois que t'aimes ça. C'est bon, puis t'aimes ça faire Oui, ça. moi je m'aperçois que j'aime ça, ça me force. Je me rappelle plus quel philosophe disait ça, mais il disait la meilleure manière d'apprendre quelque chose, c'est de l'enseigner. Oui. Puis je me suis rendu compte de ça, effectivement. Tu dis. Puis moi, je suis quelqu'un qui est un peu passablement beaucoup obsessionnel compulsif. J'ai pas de trouble, mais j'ai une personnalité qui est comme ça. Donc, moi, j'aime ça. Tant qu'à faire de quoi, j'aime ça bien le faire. Bien le Alors, faire, ouais. alors enseigner, puis dire des affaires que tu n'es pas trop sûr, ça me ressemble pas. Donc, ça m'obligeait vraiment là, à améliorer mes formations, à pousser plus loin, à aller chercher des sources, etc. Puis après ça, je suis rentré à l'ETS formation, là, la formation continue pour l'ETS pour les ingénieurs. Fait C'est eux que, autres qui t'approchent ou c'est toi qui vas les voir et dire Hey, il y a quelque chose à faire? Ou tu t'en euh, souviens plus encore? encore là, aucune idée. Sérieusement, OK. c'est parce que c'est tellement des gens qui te parlent à un moment donné, ils disent Hey Francis, on est dans un repas, puis on est dans une soirée, on parle. Fait que tu sais, qui a commencé qui a OK. fait les premiers pas, c'est un petit peu difficile, là. Donc, ça s'est fait un peu à deux, là. Il faut être deux pour danser. Fait que Mhm. mais
mais c'est pas officiellement une demande là, de je vais écrire à l'ETS en disant que diriez-vous de m'engager? Clairement, c'est pas ça qui est arrivé. Pas ça, là, non. Non, du tout. Un concours de hasard là, qui Oui. fait que tu te retrouves à enseigner. Là. Que je me retrouve à enseigner à l'ETS formation, puis le domaine universitaire, mais ça, c'est vraiment là, au niveau vraiment, là, pas de la formation continue, mais des programmes réguliers. C'était en 2014. Et là, je suis avec un ancien collègue qui est Normand Racine, qui est un expert là, en protection incendie. M. Racine, là, c'est quelqu'un qui est très solide, qui était à l'époque directeur de la sécurité à HEC Montréal. Ah. Et moi puis M. Racine, à l'époque, je ne dirais pas qu'on était en mauvais termes, mais on se taquinait fort, mettons. Là, okay? Parce que lui, c'est un gars d'incendie, donc par définition, lui, il veut débarrer toutes les portes. Et moi, j'étais un gars de sécurité physique, fait que par définition, je veux toutes les barrer. Donc, on s'est taquiné un petit peu. Et ce monsieur-là, à un moment donné, je ne sais pas dans quelles circonstances c'était, mais il entend parler que l'école, dans le cours de cybersécurité qui était basé sur le CISSP, un certificat, il y a un cours de sécurité physique qui est au programme depuis, je pense, 2 ans, mais il n'a jamais été donné et il est obligatoire. Alors là, les étudiants arrivent en fin de parcours et il faut qu'ils prennent un cours qui n'existe pas. Et là, il cherche des gens pour enseigner. Et là, ben lui, il dit, ben, j'en connais un qui pourrait enseigner. Avez-vous pensé à Francis Coates? Et là, je me fais appeler, je pense, un vendredi soir, puis moi, j'ai aucune idée d'enseigner à l'université, regarde. Fait que là, on m'explique, que dirais-tu d'enseigner? Ben là, je sais quoi le processus de sélection, comment ça marche? Ah, c'est pas compliqué, là. Lundi, tu dis oui, puis c'est réglé, là. Là, j'ai Okay. Et finalement, j'avais dit oui. Et j'avais rencontré la directrice du programme à l'époque, Linda, je suis sûr que c'est Papin ou Pépin, mais une charmante madame. Et quand on s'est rencontrés, ben là, elle voulait que j'y parle, comment je trouvais le cours qui avait déjà été monté. Puis le cours n'avait jamais été donné. Il n'y a pas de PowerPoint, rien. C'est ça, le cours t'a monté, le curriculum, tout était fait, c'est juste à toi de l'enseigner à ce point-là, c'est ça? Non, il y a un plan de cours qui existe pour que le cours existe après un plan de cours. Ouais. Il y a un livre obligatoire. OK. Et c'est tout. Et avec le recul, je dirais que mon premier combat envers les gens de cybersécurité a commencé là. Parce que quand je me suis assis avec la madame, j'ai regardé ça, puis là, je dis, votre livre est vraiment pourri, il n'est pas bon. C'est pas le bon livre pour enseigner la sécurité physique. Puis j'ai dit, votre plan de cours, sérieusement, ça donne rien. Là. Il y avait des histoires comment enseigner l'histoire de la sécurité. Puis, je suis arrivé avec de quoi de concret, puis tout ça. Et là, je lui dis quelque chose du genre, c'est qui vous a monté ça? Et elle de me répondre, c'est moi. Okay. Mais ça, juste me remettre là, dans le portrait, ça, c'est des étudiants en cybersécurité, là, c'est ça? Oui, eux autres, c'est le cours, c'est un cours c'est un certificat, le nom exactement, il m'échappe là, mais c'est un certificat qui était basé sur le CISSP. Okay. Donc, un certificat en sécurité de l'information. Puis là, tu viens d'utiliser que son plan de cours est pourri, mais un petit moment awkward. Son livre n'est pas bon. Son livre n'est pas bon. Elle, quand on se croise dans le corridor juste avant d'arriver, elle, de la manière qu'elle a entendu parler de moi, elle s'attend d'avoir un vieux monsieur de 60 ans. Oh. Puis là, elle dit, là, je comprends pas. Elle dit, vous n'êtes pas la personne que je pensais, de la manière qu'on m'avait parlé de vous. Non, c'est moi. Fait qu'on a commencé, puis moi, je ne vais pas arrêter encore à HEC. Là, fait qu'il y a eu bien du plaisir avec cette madame-là. Puis c'est comme ça évidemment, c'est pas temps plein, là, parce que tu as ta job le jour, tu enseignes le soir, c'est ça? C'est samedi matin. Samedi matin, OK. Une fois par semaine, c'est... Oui, une fois par semaine. Les 2 premières années, je pense qu'on donnait 6 cours, 3 cours par année. On donnait 6 cours par période de 2 ans. Pour rattraper un peu le retard. Puis là, depuis quelques années, on est à 1 cours par année que je donne à HEC. Mais là, maintenant, j'enseigne à l'ETS au régulier aussi. Là. Okay. Mais à HEC, c'est ça. Évidemment, on parle avant la pandémie, là, c'est des cours en présentiel. Tu te rends sur place les samedis matins. Oui, depuis 2014. Là, ouais. OK. Là, est-ce que ça a changé depuis la fin de la pandémie, si on veut? Est-ce que tu es retourné en classe? Ou oui. On est revenu en présentiel. Oui. Puis tu t'aperçois que tu aimes ça, l'engagement avec les étudiants. Est-ce que ça engendre des discussions? Tu apprends des choses avec eux? C'est cool?
Ben, c'est intéressant parce que je me rends compte que, dans les étudiants que j'ai énormément d'étudiants qui sont déjà sur le marché du travail. Donc, j'ai déjà des Ouais. experts en sécurité un peu partout à gauche puis à droite. Euh, c'est sûr que des fois, c'est surprenant de voir que j'ai des experts en sécurité qui ont aucune formation, aucune certification. Puis là, tu dis, ben, comment tu as fait pour arriver là? Tu sais, fait qu'il y a beaucoup de gens, ben, j'ai appris un petit peu sur le tas, puis ils cherchaient un spécialiste, j'ai mis mon nom, puis il n'y avait Ouais. pas le choix. Fait qu'ils m'ont Je suis en pris. retard. Je suis en retard pour un meeting, fait que c'est moi qui ai été bénévole. Oui, Ben, des choses comme ça. c'est Il y a beaucoup quasiment de ça. monde autodidacte. Moi-même, honnêtement, là, je suis très autodidacte, puis le gros de ma carrière, c'est ça, là. J'ai pas fait d'université, j'ai fait des certifications de Novell dans les années 90 quand j'ai commencé en réseautique, là, mais il y a beaucoup de monde dans le marché aujourd'hui, qui sont autodidactes, oui. C'est Effectivement. normal. Là, tu vas Mm. obligé de faire une coupure quelque part parce qu'il faut que je me mouche avec les allergies, ça n'a aucun sens. Fait que où on en était, Jean? Ben, c'est ça, là. On revient à. C'est ça, il y a beaucoup de monde sur le marché qui sont autodidactes, qui sont comme ça, là, tu sais, sont tombés dans, un peu comme Obélix, comme tu mentionnais plus tôt, là, il est tombé dans le chaudron par accident, là, tu sais. Puis là, Ben, je suppose que t'aimes ça. effectivement, il y en a beaucoup qui c'est comme ça. Fait que c'est sûr que ça me permet d'avoir des bonnes discussions avec les étudiants. Moi, je suis un gars dans les formations. Moi, je suis un peu un briseur de paradigme, là. Moi, de dire on a toujours fait ça comme ça, parce qu'on a Ah, toujours fait ça comme ça. Moi, j'ai un peu de difficulté avec ça, là. Donc, ouais. donc, je suis un gars qui ramène les fondements de base. Pourquoi qu'on devrait faire ça? Tu sais, bon, et après ça, bon, on verra ce qu'on peut bâtir là-dessus. Mais tu sais, quand on ne maîtrise pas les principes de base, je trouve que c'est très difficile d'arriver avec des trucs très haut niveau, là. Hum. Donc, moi, j'essaie toujours de ramener les étudiants, bon, à la base. Puis depuis quelques années, ben là, j'enseigne aussi à l'ETS, au baccalauréat en génie des opérations logistiques. Ah, Euh, oui. donc, OK. eux autres, ils ont un cours qui s'appelle Ingénierie de la sécurité. OK. Donc, c'est un cours que je donne depuis quelques années aussi. Ça, c'est au niveau bac. On n'est pas au certificat, on est au niveau bac. OK. OK. Ouais, c'est une des lignes les plus désolantes que j'ai jamais entendues en affaires. On l'a toujours fait comme ça. Hein? C'est incroyable, ça. Fait que là, ça fait partie de ta vie aujourd'hui, la formation, les étudiants. T'enseignes encore aux deux, là, HEC et ETS, c'est ça? Oui, j'enseigne à HEC, j'enseigne à l'ETS, j'enseigne à l'ETS Formation. Et OK. depuis quelques années, ben, j'enseigne au HACFES aussi. Donc, ça, Oui, c'est vrai. c'est relativement nouveau aussi. Là. Donc, de ramener le volet pen testing en sécurité physique, puis vraiment là, le volet défensif aussi, là, parce que on entend beaucoup parler de sécurité de l'information, sécurité de l'information. Mais concrètement, la sécurité de l'information, c'est pas de la cybersécurité. Quand je te disais Ouais. les petites guéguerres avec les gens de cybersécurité, ben, c'était un peu ça. Là. Moi, je tire sa couverte pour dire, ben là, arrêtez de dire sécurité de l'information si vous faites de la cybersécurité. C'est une partie de, mais c'est pas. Oui. Oui. C'est- Ben, fait que là, tu sais, as participé au podcast La French Connection, probablement que tu nous écoutes un peu. On parle souvent de ça, les enjeux de cybersécurité. Hein. On parle souvent des mêmes histoires qui reviennent. Appliquer les patchs, hein, les mises à jour, la sensibilisation aux employés, ça va très loin aussi à mitiger le risque d'une attaque d'une entreprise. Quand tu écoutes tout ça, est-ce que tu trouves que, justement, il y a pas assez pas assez de focus sur la sécurité physique? Hein? On met toutes la firewall en place, on met les patchs, tout ça, mais on laisse la salle de serveur débarrée, des choses comme ça. Est-ce que tu trouves qu'on n'adresse pas assez ça? Hey, je vais même reculer plus loin que ça, Jacques. Je vais même prendre OK. plusieurs pas de recul. Les principes de base en sécurité, avant même la sécurité physique. Ah, OK. Tu sais, de comprendre qu'est-ce que je veux protéger, de quoi je veux le protéger. Hum. Avant même de dire, bon, ben, parce que la sécurité physique, dans le fond, on travaille sur un des vecteurs d'attaque possibles. Ben, pas un vecteur, mais une surface d'attaque. Ouais. Le vecteur, c'est la technique qu'on va utiliser. Donc, on travaille sur une des surfaces d'attaque possibles. En cybersécurité, c'est la même chose. Mais Mhm. avant de commencer à renforcer nos surfaces d'attaque, ben, de quoi j'ai peur, puis qu'est-ce que je veux protéger? Et ça, Effectivement. ça devient de plus en plus difficile.
Et en protection de l'information, ben, on le vit présentement. Les gens sont beaucoup axés confidentialité. Et moi, quand j'enseigne à mes étudiants, est-ce que c'est vraiment la confidentialité qui est importante? Puis, ben, dans certains cas, c'est pas ça pantoute. Puis je le donne souvent, justement, il y a quelques semaines, je me posais la question, j'avais 47 étudiants. Puis je lui disais, hey, la confidentialité de tes informations chez Jean Coutu, là, à la pharmacie, là, hein? Les médicaments que tu prends, le dosage, les maladies que tu as, hey, c'est important. Ah ben oui, M. Coates, c'est ce qui est le plus important. Parce que moi, je suis un peu vieux jeu. Hein. À l'université, c'est vous. Hein. Moi, je vous vois les étudiants, puis je m'attends Ça à devrait être ça dans les écoles, c'est clair. Là, ramener les Monsieur Coates au lieu des Francis. Moi, une petite parenthèse ici, moi j'ai fait toute mon éducation en anglais, primaire, secondaire, cégep en français. Puis, je te donne un exemple, j'avais un professeur de français au secondaire excellente. J'ai fait 3 ans avec elle. C'est sûr qu'à 16, 17, 18 ans, tu la trouves pas excellente, tu la trouves fatigante, là. Mais tu sais, plus tard, quand tu vieillis, tu dis, hey, elle était vraiment bonne. Bref, elle s'appelait Céline Crête. Et on n'aurait jamais pensé, elle a dit, hey Céline, hey, c'était Madame Crête, nous autres, là, en anglais, à l'école anglaise, ça avait toujours été Mr. So and so, Mr. Coates. En français, mes amis qui allaient à l'école française, ils tutoyaient leurs profs, ils appelaient ça par leur prénom. Puis moi, nous autres, c'était comme choquant. Mais aujourd'hui, je pense qu'on devrait ramener ça. Ça, c'est une affaire, ma petite parenthèse, ma petite opinion ici, là. Mais je pense qu'il y a un niveau de respect qui devrait être ramené à ce niveau-là. Et oui, c'est Monsieur Coates, c'est vous, la civilité entre les gens. On manque ça aujourd'hui. Mais ça, on pourrait en parler longtemps, là. Ouais, je te supporte dans cet effort-là, absolument. Je lève mon chapeau. Bravo. Moi, le professeur qui est jugé comme ayant le même niveau, les mêmes droits que l'étudiant, puis à un moment donné, là, il y a l'enseignant, puis il y a l'étudiant, puis quand l'étudiant aura de l'expérience, puis il sera rendu l'enseignant, ben, tant mieux. Oui. Bon, mais tu sais, c'est réciproque, là, tu viens de le dire, tu vous vois des étudiants aussi, tu sais, donc c'est un respect et une civilité que je trouve, en tout cas, peut-être je suis vieux jeu moi aussi, mais je trouve que ça manque aujourd'hui à notre société. Bref, on revient à tes affaires de... Je suis peut-être un dinosaure encore, mais tout ça pour dire que on me sort cette histoire-là. Ah ouais, M. Coates, c'est la confidentialité qui est le plus important. Je suis parfait, on va continuer. Je vais vous donner un deuxième scénario. Le premier scénario, je ne l'ai pas expliqué, mais le premier scénario, c'est tout coule sur Internet, tes données de chez Jean Coutu sont exposées sur Internet. Fait qu'on a un scénario de confidentialité, et là, c'est la panique, ça n'a pas d'allure, M. Coates, c'est bon, parfait. On va aller avec un deuxième scénario. Disponibilité. Mm-hmm. Tu arrives chez Jean Coutu, bonjour, je viens chercher mon médicament, et on vous dit, malheureusement, le système est down, faut revenir dans 1 heure. Ouais. Encore là, à moins d'être dans une pharmacie, dans un établissement hospitalier, où est-ce qu'il y a des urgences reliées à la prise de médicaments, en théorie, chez Jean Coutu, probablement que tu vas aller magasiner les cosmétiques là, pendant un petit bout de temps, puis tu vas revenir, puis tu vas pouvoir acheter tes médicaments. Donc, la notion de disponibilité, même pour une demi-journée, pas d'être plate, je vais être obligé de me déplacer. Pour les étudiants, il n'y a pas de grands enjeux là-dedans. Alors là, je le présente un troisième scénario. L'intégrité. Tu arrives chez Jean Coutu, et chez Jean Coutu, tu demandes un médicament et on te donne, avec le sourire, soit le mauvais médicament ou la mauvaise dose. Et toi, tu pars avec ça tout content. Là, j'ai un scénario qui touche l'intégrité. Et là, sur 47 étudiants, j'en ai 47 qui disent ce scénario-là, il est inacceptable. Pourquoi? Parce que il met en jeu directement la vie des gens, qui est l'actif le plus important, etc. Donc, et là, on a un dilemme. Parce que si, comme société, on tape tout le temps sur la tête au niveau de la confidentialité sur les entreprises, ben, puis là, je cite Jean Coutu, on s'entend, c'est au hasard, là, ça pourrait être n'importe quelle compagnie. Là. Mais la compagnie qu'on tape tout le temps sur la tête, là, comme ça, puis à la TV, à la confidentialité, ben là, la journée qu'elle a 300 000 $400 à investir, elle va investir sur quelles caractéristiques de la sécurité de l'information? Confidentialité, disponibilité ou intégrité? Ben, on va y aller sur la confidentialité. Et là, malheureusement, ça nous met dans une situation où on va avoir on crée un faux actif, ou du moins, on va déplacer la valeur d'un actif. C'est-à-dire, on sait que la réputation d'une entreprise, c'est un actif intangible qui est relativement important. Par contre, dans le poids, avec les autres actifs, quand on fait une analyse comparative, il n'est pas nécessairement en première position.
Mais dès que je fais passer la confidentialité toujours en premier parce que j'ai tellement peur qu'il y ait une fuite que je passe à la TV, ben là, je me ramasse que pas l'intégrité, mais l'image de ma compagnie, elle devient la priorité absolue, même si je fais vraiment l'analyse de mes actifs, elle sortira peut-être pas en première position. Mais à cause de cette vision-là, de cette manière de travailler-là, on se ramasse avec ça. Fait que j'essaie beaucoup de jouer à l'école sur justement ces paradigmes-là, justement de venir changer un petit peu les mentalités, puis qui essaie de comprendre en arrière là, pourquoi on fait les choses, puis après ça, ben, tu verras pour appliquer comment tu fais appliquer ça dans la vraie vie. Là. Moindrement que tu commences en cybersécurité, hein, c'est ça que tu apprends. Le CIA, la trilogie sacrée là, de confidentiality, integrity, availability, tout repose là-dessus. Oui. Tu as raison de dire, tu sais, confidentialité, c'est une chose, mes données se font voler. Ouais, OK, c'est plate, mais l'intégrité, je reçois de mauvais médicaments, puis ça peut avoir des effets assez néfastes à ma santé. Tu sais. Je me souviens, c'est pas, je sais pas si tu remettrais ça dans l'intégrité, mais je me souviens à un moment donné d'avoir été chercher une prescription d'antibiotiques, puis le pharmacien, il me donne ma bouteille, puis il dit, fait que t'en prends deux fois par jour. Fait que moi, je comprends deux fois par jour, hein, 4 par jour. Fait que j'en prends 2 le matin, j'en prends 2 le soir. Hey, après 2-3 jours, là, je buzzais. Des antibiotiques, là, mais j'étais étourdi, là, puis je filais pas bien. Fait que j'ai appelé le pharmacien, il dit, non, 2 fois par jour, tu sais, le matin, puis le soir, une. Quand tu dis à quelqu'un deux fois par jour, c'est ça. Fait que là, c'est un petit problème d'intégrité au niveau de la livraison des instructions, peut-être, mais aujourd'hui, tu vas chercher des prescriptions, là, puis écoute, ils te donnent des feuilles d'instructions, puis tout ça, là, tu sais, c'est beaucoup plus détaillé. Ils prennent plus le temps de t'expliquer, mais t'as raison, c'est pas toute la confidentialité. La disponibilité, bon, on peut parler d'inconvénients, hein, c'est plate, t'arrives à la pharmacie, tu peux pas ramasser tes affaires, mais hein, on revient demain ou on revient plus tard, puis c'est correct, tu sais. Mais tu vois, Jacques, tu parles de ça. Moi, je pensais comme toi il y a quelques semaines que la disponibilité, c'était plus un inconvénient. Mais là, tu vas parler de la SAC, là? Non? Ah non, ça, j'embarque pas là-dedans. Ça, c'est tout ce qui touche le gouvernement, j'embarque pas là-dedans. Ni positif, ni négatif. Je garde toujours le silence absolu. Mais non, je veux pas être trop loin dans ma vie privée, mais moi et ma conjointe, on était dans un cycle de fécondation in vitro. Ouais. Et on a eu, il nous restait un embryon qui était décongelé, qui devait être implanté. Je pense que le terme s'est transféré, là, mais bon, on se comprend. Je comprends, oui. Et une fois que l'embryon est décongelé, c'est un peu comme du poulet, cette affaire-là. Là. Ça se recongèle pas. Là. Non, exact. Faut que tu fasses une recette avec ou c'est fini. OK? Et 1 heure avant, ma conjointe devait recevoir une administration sous-cutanée, une seringue d'un produit XYZ. Là. Les autres appellent ça de la colle embryon. Là. C'est un médicament qui sert à ce que l'implantation fonctionne correctement. Ouais, pour que l'embryon se colle après l'utérus. C'est en plein ça. Et le test que je viens de te dire des 47 étudiants, il a eu lieu la semaine avant. OK? Donc là, on parlait d'intégrité, c'était ça qui était absolu dans le domaine des pharmacies, entre autres choses. Ouais. Et là, je ne sais pas si tu te rappelles, il y a quelques semaines, il y a eu une coupure. Je me demande si c'est Bell ou Rogers qui ont arrêté de fonctionner là, pendant une journée, là, il y a quelques semaines de ça. Je ne me souviens pas de ça. Ouais, j'essaie de me rappeler c'était lequel des deux. Là. Et là, ça l'a touché la pharmacie. Puis eux autres étaient full super cloud. Et là, ce qui est arrivé, c'est que quand on est allé chercher, il y a une pharmacie, genre au Québec, qui tient ce médicament-là, qui est dans la même bâtisse que la clinique de fécondation. Ouais. Et là, on nous dit, on ne peut pas vous donner le médicament parce que notre système est down, on n'a pas accès à la base de données. Là, ils viennent de dégeler l'embryon. Ils viennent de besoin de ça. C'est fini, ça ne peut pas attendre. Là. Ouais. Et là, j'ai toujours d'expliquer à la madame, j'ai écouté, là, on est mal pris, là. L'avez-vous le médicament? Elle dit oui, il est là, mais elle dit on ne peut pas vous le donner. Et là, on était rendu dans le discours de avec l'ordre des pharmaciens, si je ne peux pas valider. Là, je l'explique à madame, je dis ouais, mais l'ordre des pharmaciens, là, il y avait des pharmaciens avant qu'il y ait des ordinateurs, là, puis ils étaient capables de faire le travail. Là, fait que, mettons qu'il a fallu beaucoup argumenter. Et au final, ils nous ont donné le médicament. Bon, pas de médicament qui coûte des millions. Là. Je pense que ça coûtait 40 $. Là. Fait qu'on a accepté de nous le donner. Et tout de suite après qu'on nous l'a donné, il était comme 8h30, 9h du matin. Ils ont fermé la pharmacie pour la journée.
Ouf! Fait qu'on a été les seuls à réussir à avoir les médicaments. Fait que Wow! est-ce qu'il y en a d'autres après nous qui n'ont pas Dans été la même capables d'avoir les situation. médicaments? Ben oui, Je le sais ben oui. pas. Mais voyez-vous, tu vois-tu dans cette situation-là, là, je me suis rappelé l'histoire avec mes étudiants, puis j'ai dit, oh, ouais, la disponibilité ici, là, elle avait vraiment un impact ici, là. Ouais, ouais. Parce que ce médicament-là, dans le cas de la fécondation in vitro, ben, on perdait l'embryon, là. C'était notre Ouais. dernier, c'était fini, là. Fait que, Je il vais y pas aura te pas. donner le processus, tu le sais, hein, c'est beaucoup de sous pour faire tout le processus. Fait que là, de perdre ça à la dernière minute comme ça à cause d'un panne informatique, et ça, c'est vraiment plate. Oui, puis il y en avait juste un. Fait que là, il n'y aura pas de papa, pas de maman, pas de bébé, là. Tu sais, Non, non, c'est pas juste, oh, on va se reprendre dans 2 semaines, là. non. C'est pas ça, là. Fait que tu vois, fait que des fois, tout dépendamment du contexte, ça vient quand même jouer, là. Effectivement, il y a des cas qui justifient l'importance, la criticité La de chacun criticité, à ouais. son moment. Hein? Il y a tellement de choses. Hein. Je pense que je l'avais montré à ma présentation au Hackfest, là, mais il y a un dessin, il y a un type qui maintient sur LinkedIn là, qui démontre tous les domaines de la cybersécurité. Et c'est énorme. C'est énorme. C'est un mind map. Là. Il y a tellement de bulles. Puis, tu sais, les gars sur le podcast rient de moi parce que j'ai ça quand je me fais interpeller dans les médias, puis ils veulent dire expert en cybersécurité. Puis moi, je regarde ce dessin-là, là, c'est tellement grand, c'est tellement large le domaine de la cybersécurité, je me dis, il n'y a personne qui peut être expert dans tout ça, là, c'est impossible. Dans toutes les facettes de la cybersécurité, oublie ça. C'est un domaine qui est fascinant, qui est large. Là, t'enseignes, quel conseil aurais-tu pour les jeunes qui pensent se lancer en informatique ou sont en informatique puis songent peut-être à la cybersécurité? Est-ce que c'est quelque chose que tu les encourages à faire? T'aimes ça? Oui, ben moi, j'encourage les étudiants, entre autres en génie des opérations logistiques. J'ai deux jeunes étudiantes, 2 femmes, qui ont fait le saut en sécurité physique, là. Fait que Oh, OK. je les ai routées là, vers des femmes en sécurité qui font partie du comité WIS des IS, là, qui est le Women in Security, donc Ah, OK, qui ouais. aide parce que ça reste que c'est encore un domaine qui est peu traditionnel, là. Ah, ben oui, c'est clair. Ça Bon. va toujours l'être. Fait qu'on on essaie d'améliorer ça tranquillement. Puis, Ouais. bon. Donc, oui, moi, j'aime bien essayer de pousser les étudiants. Moi, il y a une affaire, je me suis rendu compte. T'as beau siéger sur tous les conseils d'administration au monde, la meilleure place pour changer les choses, c'est quand les étudiants sont sur les bancs d'école. Hum. Tu sais, que t'as le temps d'inculquer des. Tu sais, c'est pas à 60 ans, il faut que tu apprennes à te brosser les dents, là. Non, non. Il faut que ça devienne un réflexe. C'est comme les gens qui s'entraînent, etc. Donc, moi, pour moi, je trouve que j'ai beaucoup plus d'impact au niveau de l'école que si j'étais CSO d'une compagnie. CSO d'une compagnie, je vais aider ma compagnie, mais ça va s'arrêter là. C'est ça. Puis, on est là. Moi, c'est sûr qu'un conseil, je donne toujours à mes étudiants, mais il y en a deux. Première des choses, là, il y a comme une vague à un moment donné de. Ils voulaient tous être CISSP à 22 ans, là. Là, à un moment donné, il faut comprendre que le CISSP il est au niveau stratégique et même au niveau des emplois. Quand je vois des emplois, là, on cherche un CISSP à 55 000 par année. Mhm. Il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Bon, on a la même chose en sécurité physique là, avec la C'est un certification problème qu'on a PSP. en général au Québec. Là. J'en ai discuté avec Patrick, là, les salaires. Tu sais, lui, son point de vue, c'est que la pénurie de main-d'œuvre, c'est pas à cause vraiment d'une pénurie, d'un manque de talent sur le marché. C'est juste que les entreprises ou les organisations québécoises ne veulent pas payer ce que ça vaut. Là, tu sais. Non, puis ils ne se rendent pas compte des coûts rattachés à ça, parce qu'il y a des coûts rattachés à ça. Et c'est comment il disait ça? Si vous trouvez que ça coûte cher à faire affaire avec un expert, imaginez ce que ça coûte d'engager un incompétent, un amateur. Ouais. Non, non, ça c'est certain. Puis, tu sais, même les certifications, moi j'en ai plus de certifications. La dernière certification que j'ai eue, c'était CNE, Certified Novel Engineer. Hey, bravo, en 94 ou 95, tu sais. Mais à un moment donné, c'est ton expérience, c'est tes connaissances Hey, qui mon Dieu, font en leur preuve. 94-95, là, hey, je me préparais pour mon bal définissant au secondaire. Shut up. Ah non, moi, je suis devenu. J'ai commencé en cybersécurité en 91. Pas en sécurité, en informatique, 91. Puis la compagnie pour qui j'étais allé travailler, ben eux, ce qu'ils avaient besoin, c'est Moi, je voulais faire du support logiciel. Puis dans ce temps-là, on s'entend, là, on parle de Lotus 1, 2, 3,
WordPerfect, des affaires de D-Base, même, D-Base. du Dot, D-Base, ben oui, je faisais du Clipper, D-Base, tout ça. Puis lui, ce qu'il avait besoin, c'était quelqu'un pour faire les réseaux nouvelles, hein, des LAN nouvelles. Moi, je connaissais rien de ça. Mais écoute, il a payé toute ma formation, j'ai fait tous mes cours, je pense qu'il y avait 7-8 cours à faire. Je devenais CNE, en 92, je suis devenu CNE. Puis je me suis, tu sais, même à l'époque, probablement, ça s'est reproduit avec les spécialistes Microsoft dans les années 2000, tu sais. Mais à l'époque, il y avait beaucoup de monde. Là, ben, en tout cas, ceux qui voulaient vraiment faire carrière en informatique, parce que des réseaux nouvelles, c'était partout. Là. Tu rentrais dans n'importe quelle entreprise, c'était des serveurs nouvelles, NetWare. Et puis, fait que ceux qui voulaient vraiment faire carrière là-dedans, ben, tu poursuivais ton CNE, Certified Novel Engineer ou NetWare Engineer. Mais on s'apercevait qu'à un moment donné, il y avait comme n'importe quoi, des bons puis des moins bons. Fait que t'en avais qui allaient juste faire le cours pour avoir la certification. Hein. Tu fais le cours, tu fais le test. Tu fais le cours, tu fais le test. Puis là, tu as ton papier. On les appelait des paper CNEs. Parce que là, tu es mettant en avant d'un serveur là, pour vraiment trouver le problème puis régler bobo, puis c'était zéro bonne barre. Puis on a vu la même chose quand les certifications Microsoft sont devenues populaires, quand Windows Server a pris de la place là, dans les années 2000. Je me souviens pas c'était quoi la certification. Mais bref, c'était la même chose. Il y en a qui étaient bons, puis il y en a qui étaient pourris. Tu sais. Fait que juste les CISSP, oui, ça démontre une certaine, je pense qu'il y a un poids en arrière de ça, une expérience de vie, d'avoir vécu en entreprise des affaires. Hein. C'est pas juste d'étudier par avoir le papier. Là. Puis le papier, ben, ça veut juste dire que tu as été capable d'étudier un livre puis répondre à des questions. Mais c'est l'expérience qui va en arrière de tout ça qui va compter en bout de ligne, à mon avis. Ben moi, c'est un peu ça. Puis on fait pas la différence beaucoup entre la formation et la certification. À la fois, la certification CISSP, c'est parce que tu es déjà en théorie un spécialiste en sécurité de l'information. Puis tout ce que tu vas chercher, dans le fond, c'est un papier qui dit que tu t'es standardisé à la terminologie utilisée par IC Square. Donc, tu as normalisé ta pratique, si on veut. Là, OK? Puis tu as un examen qui vient dire que oui, tu as le niveau de connaissance, etc. Mais d'aller chercher ça à 22, 23 ans, pour moi, ça ne fait pas de sens. Et l'autre truc que je mets souvent à mes étudiants en garde contre ça, c'est les gens qui collectionnent les certifications. À un moment donné, là, quand c'est rendu que sur ton LinkedIn, là, t'es CCNA, CCNP, CISSP, CCSP, garde de chasse, tu cultives des poissons, ton jardin il est biologique, puis à un moment donné, là, oui, c'est vrai, j'ai ma carte de don d'organes, puis là, c'est parce qu'à un moment donné, ça fait comme trop, là. Là, t'as l'impression de ne plus savoir où tu t'en vas, là. Puis c'est la fan club de Ricardo, puis à un moment donné, il faut en enlever. Faut se spécialiser. Ça veut pas dire de pas en faire, puis mais est-ce que tu es obligé de toutes les afficher? Tu sais, quand il faut que tu commences à te déplier ta carte d'affaires comme une carte routière, là, ça pour les jeunes qui nous écoutent, une carte routière, c'était avant Google Maps, là. On dépliait ça, là, puis c'était cartésien, là, il y avait des lettres, puis des... Ben oui, fallait que tu trouves ton chemin tout seul, là, tu sais, c'était comme ça, puis t'arrêtes au départ. On arrête de la misère à faire ça aujourd'hui, hein, même à revenir, je veux dire ça, toi puis moi, on a vécu ça, là, mais aujourd'hui, tu disais, OK, on s'en va à telle place, là, j'ai juste une carte et des directions, et... Ben, j'ai vu, par exemple, une recrudescence de gens, dernièrement, là, je pense la semaine passée, qui ont recommencé à utiliser des téléphones standards, un téléphone qui téléphone. Comme tu veux dire un flip phone, c'est oui, il n'y a pas de t'as pas d'application là-dessus, là. T'as ton carnet d'adresses, là, puis c'est à peu près tout, là. J'ai rencontré plusieurs personnes je dirais dans les derniers 2 ans, là, qui ont décidé de laisser tomber le smartphone pour retourner juste un vieux bon style Motorola flip phone, là, ou quelque chose de bien simple, pas d'application, quasiment pas de texto, justement pour se défaire de toute cette communication-là, là, les applications puis tout ça. Moi, je suis pas rendu là, mais ouais, je peux comprendre. Je peux comprendre de vouloir décrocher un petit peu. Là. Puis on s'entend que c'est pas de tomber dans la paranoïa de se promener avec des casques de papier d'aluminium parce qu'on n'a peur de se faire voler notre esprit. Puis non, c'est pas ça. Mais de décrocher, de revenir peut-être à l'être humain. Tu sais, moi, je check ChatGPT aller pas mal. Puis, tu sais, je me rappelle pas si c'était avec toi, j'avais le discours, c'était avec Patrick Mathieu, mais tu sais, avant ça, les gens t'appelaient et disaient Hey, salut Francis, hey, bonne fête. Oui. Mais semble, là, quand on mettait les quais sur la rivière, là, c'est ta fête dans ce coin-là. Là, tu dis, ben non, c'est ma fête quand on les enlève. Ben, je savais que ça a rapport avec les quais. Mais ça faisait quand même plaisir parce que tu t'étais rappelé de moi.
Tu regardes dehors, puis il y a les quais, c'est la fête à Francis. Ouais. Là, c'est pas ça. Là, présentement, moi, dans mon Outlook, puis je suis coupable, là. Je suis pas mieux que personne, là, Jacques, là. Ben, moi, ça me dit, j'ai un petit message, c'est la fête à Richard demain, c'est la fête à Jean-Guy dans 2 semaines. Et là, avec Outlook et présentement, ben là, je l'ai pas essayé, là, mais il y a Copilot qui s'en vient dans Microsoft, là. Ouais. Bon, ben là, probablement, je vais pouvoir automatiser mes messages. Fait que quand c'est la fête de Richard, Outlook va envoyer par défaut un message à Richard pour dire bonne fête. Et ça ne veut plus rien dire. Non, ça goûte plus rien, ça sent plus rien. C'est plus personnel. Non, c'est plus personnel. Fait que, en tout cas, fait qu'il y a des gens qui se déconnectent de plus en plus. Ben, je trouve que c'est intéressant. Puis l'autre truc, le dernier truc que je donne à mes étudiants souvent, puis ça, je pense que c'est le truc en sécurité que je donnerai à n'importe qui. Moi, quand les gens viennent pour appliquer ce job en sécurité, la première chose que je lui dis, c'est va voir l'organigramme. Ça, on en a parlé dans un podcast à un moment de la French Connection. J'ai dit, va voir l'organigramme et où est-ce que tu es? Où est-ce que le responsable de la sécurité y est? Il relève-tu du gars qui relève de la fille, qui relève du gars, de la fille, du gars, de la fille, puis à côté de la personne qui commande les toners à photocopieur? Il relève-tu d'un Chief Security Officer qui est direct sur le board? Il est où dans la structure? Si t'aimes les défis et t'aimes ça être malheureux, check où est-ce que t'es le plus dans le fond de la cave. Et mon Dieu, tu manqueras pas de défis. C'est bon. Mais si tu veux voir une organisation qui est mature en termes de sécurité, regarde la structure avant de mettre ton nom là-dessus. Puis là, on est en 2023, là. Il n'en manque pas d'ouvrage en sécurité. Fait que, si tu es bon, tu as la chance de pouvoir magasiner un petit peu, ben, assure-toi d'aller dans une organisation qui te ressemble. Puis ça, c'est un des trucs, n'importe qui est dans cybersécurité, en sécurité physique, peu importe, là, t'es où dans l'organisation? Ou du moins ton boss va être où? Je pense que ça, c'est un élément qui est important. Effectivement, non, je pense qu'il manque pas de travail à ce niveau-là. Je ne m'inquiète pas pour le futur. Puis, tu sais, c'est le domaine que faut jamais arrêter d'apprendre. Là. Même moi, là, tu sais, je m'en vais sur 58 ans cette année, là, puis ça fait peut-être 3 ans que je suis en cybersécurité. J'ai fait plus de ma carrière en réseautique. Une chose que je regrette un peu aujourd'hui, là, je te dirais, c'est de ne pas avoir plongé dans la cybersécurité avant, parce que je trouve ça absolument fascinant. Et j'adore ça. Mais à tous les jours, là, il y a toujours de quoi de nouveau. Il faut toujours apprendre de quoi, faut approfondir ses connaissances. Hein? Fait qu'il faut vraiment aimer apprendre, avoir le bout de papier, là, la certification, ça s'arrête pas là. Hein? Non, ça s'arrête pas là. Puis, tu sais, on prenait l'exemple de CISSP. J'ai la chance de l'enseigner à l'université. Puis, le meilleur CISSP pour moi en termes de connaissances, là, c'est celui qui il vient de passer l'examen. Parce qu'après ça, tu ne seras jamais capable de te maintenir autant à jour que où est-ce que tu es à l'examen. C'est impossible. Puis, mais moi, j'aime ça apprendre. J'aime ça enseigner puis apprendre. Je pense que ça va ensemble. Tu parlais tantôt, toi, tu étais plus en réseautique. Moi aussi, on parlait tantôt, je suis une bébite un peu spéciale. Mais moi, je suis ingénieur en télécom. Là. Moi, je suis ingénieur en génie électrique, télécommunication. Puis, c'est ça, à un moment donné, les polices, c'était à la mode d'aller faire des cours en administration, en droit. Moi, je trouvais ça plate. Je disais, hey, pourquoi pas le génie électrique? Puis j'ai commencé ça, puis là, ben regarde, je l'ai terminé. Puis là, tu vois, j'ai une recrue au bureau qui suit mes traces. Elle est en train de faire son bac en génie là, à l'ETS. Mais moi, apprendre, j'adore ça. Je suis à la maîtrise, puis je continue parce que c'est ça. La science, la sécurité. Tu rencontres des gens aussi. C'est le fun, ça aussi. Là. Ben oui, ça t'aide à tisser des liens et faire des contacts qui vont te servir après en affaires. Ces gens-là, ils vont aller sur le marché du travail. Là, tu te ramasses avec des contacts partout. C'est génial. Fait que là, t'es parti en 99 de dire, ben, un petit power trip, je vais m'en vais dans la police. Puis là, t'es parti ça a changé, ça a évolué plutôt à power trip, être enseignant, être professeur pour la prochaine génération. Pas mal cool. Oui, puis Power Trip, là, pour pas être cité hors contexte parce que quelqu'un il va ramasser ton podcast. On parle vraiment, si j'avais à le définir, là, c'est pouvoir faire une différence. Oui. C'est ça le Power Trip, de dire, tu fais juste regarder le train, là, ou tu essaies d'embarquer dedans. Peut-être que tu seras pas bon, peut-être, c'est sûr qu'un train, ça va en avant, en arrière, là, c'est assez un peu plus simple, là. Mais tu sais, ça reste que est-ce que tu essayes de relever le défi, quitte à te planter, ou tu fais juste chialer et tu regardes les affaires aller?
Ouais. Moi, je suis plus, regarde, on va s'essayer, puis on verra. Puis tu vois, c'est comme ça que j'ai commencé. Puis là, je suis rendu là aujourd'hui. C'est une carrière qui est complètement Ouais. bizarre, là, mais plaisante. Ben, plaisante, ben ouais, mais c'est ça qui est le fun, le goût de l'aventure, d'explorer des opportunités qui nous sont présentées, puis de faire des choses qu'on trouve le fun, puis on essaye, on n'aime pas, on va essayer quelque chose d'autre. Mais je pense que c'est normal quand on avance dans notre carrière et dans l'âge, on arrive à cette étape-là, c'est assez bien reconnu, c'est démontré, on veut un moment donné contribuer. Tu sais, perso, moi, c'est une des raisons que j'aime faire des présentations. J'ai adoré faire ma présentation au Hackfest l'année dernière. J'espère faire de quoi. C'est juste, faut que je me trouve un sujet pour cette année. J'aimerais bien ça présenter parce que c'est de partager nos expériences, nos connaissances avec des jeunes. Puis j'ai eu du bon feedback après. Tu sais, c'est le fun. Beaucoup de jeunes qui m'ont écrit sur LinkedIn ou sur Discord m'ont dit « Hey, wow, tu m'as inspiré avec ça. Écoute, qu'est-ce que tu veux de plus? Là? Hein? Quand tu es rendu à inspirer la prochaine génération puis les motiver, wow, tu sais, c'est cool. » Non, puis le but, c'est pas de montrer qu'on est meilleur qu'eux autres. Ah, non, ça n'a rien à voir ça. C'est de lui donner l'opportunité que eux soient meilleurs que nous autres. Oui, les erreurs que moi j'ai fait, là, regarde, va pas là, c'est un cul-de-sac. Va dans l'autre direction, puis tu vas aller plus loin que moi parce que tu vas moins perdre ton temps, tu feras pas d'erreurs, etc. Tu vas faire des erreurs, mais tu ne feras pas les mêmes que moi j'ai fait. Fait que, tu sais, faut être humble quand on fait ça, quelque part. Oui, tu sais comment c'est en sécurité, hein, tu sais, les spécialistes en sécurité, c'est un peu des rockstars, là, tu sais, ils aiment ça. Il y en a, oui, effectivement. Il y a de l'ego là-dedans. Là. Ben oui, il y a de l'ego, mais en même temps, tu sais, il y a le syndrome de l'imposteur. C'est un peu ce que je t'avais dit quand tu me dis de venir sur le podcast. Je dis, qu'est-ce que je vais venir dire à ton podcast, Jacques? Il me semble que j'ai rien à dire. Puis, bon. 2 ans, je suis sur la French Connection avec Patrick, là, puis quasiment à chaque fois, là, je me dis, tu sais, am I good enough? Là? C'est assez bon de parler de ça, tu sais, puis c'est clair, là. C'est un autre phénomène, je pense, quand on avance dans notre carrière, c'est on est-tu encore assez bon, on est-tu assez bon, puis on se questionne constamment, tu sais. Ça, c'est comme Terminator, vieux, mais pas obsolète, tu comprends? Exact. Fait que, même si Skynet vient d'arriver là, avec ChatGPT, on est encore, on peut encore faire un petit bout. On arrive. Non, mais c'est une bonne façon de le dire parce que justement, mon épouse, on parlait de ça en fin de semaine parce qu'elle, sa plus jeune, se marie cette année. La première, wow. Puis c'est ça qu'elle disait, tu sais, en tant que parent, tu veux... juste une petite parenthèse, on est tous les deux dans notre deuxième mariage, fait que c'est pas mes filles, c'est ses filles. Mais en tant que parent, c'est ça que tu veux pour tes enfants, qu'ils aillent plus loin que toi, qu'ils aillent meilleur que toi. Puis c'est la même chose quand tu enseignes, quand tu transmets tes connaissances. C'est pas question de dire hey, moi je suis meilleur que toi, moi te montrer comment ça marche. Pas ça, pas en tout. C'est vraiment là, de leur donner les outils. T'sais, nous, on repose, comme on dit, we stand on the shoulders of giants. Hein? On repose sur les épaules de ceux qui sont venus avant nous. On a avancé des choses, puis là, on donne la chance, les connaissances, on partage ça pour que la prochaine génération puisse aller encore plus loin. C'est ça le but. Là. C'est génial. C'est un peu ça. Moi, c'est un peu comme ça, je vois ça. Puis te coller avec des gens qui sont bons. C'est là que tu apprends. Oui, tu peux te promener avec des gens qui sont moins bons que toi pour essayer de te donner un petit peu de... Mais tu n'apprends pas, puis ça va être temporaire. Là. Tu vis sur du temps emprunté dans le sens que, excuse le terme anglais, là, mais tu es un has-been. Je veux dire, là, tu brilles, là, mais ta flamme va finir par s'estomper un peu. Tandis que quand tu es entouré de gens qui sont meilleurs que toi, plus performants, etc., ça t'oblige à te motiver, à apprendre, à aller plus loin. Puis, moi, c'est comme ça que j'essaie, en tout cas. J'essaie de m'entourer de gens là, comme ça pour essayer d'avancer. Mais... c'est un peu ça. Excellent. Ben, c'est une belle histoire, Francis. Je te remercie d'avoir partagé ça avec nous. C'est vraiment cool. C'est vrai que c'est atypique, partir de saxophone, joueur de saxophone à policier, à enseignant. C'est toute une carrière. Là, tu parlais quoi? Dans l'année prochaine, tu fais ton 25 ans avec la Sûreté du Québec. Après ça, c'est quoi? On passe à autre chose ou? Ben là, je vais arriver à 24 ans au mois de novembre, donc il me reste 1 an et quelques à faire avant d'être éligible à une pension sans pénalité. C'est un peu compliqué l'histoire de pension. Là. OK. Alors ça, tu retournes au saxophone? Non, probablement une contrebasse. Ça fait longtemps que je veux m'acheter une contrebasse. Excuse-moi, pas de contrebasse, je suis d'un patate. Un violoncelle.
Fait que, c'est beau, ça. Ça Ouais. fait que ça fait longtemps qu'on veut s'acheter un violoncelle, moi puis ma conjointe. Mais moi, je suis un gars Nice. qui lit en clé de sol. Alors là, réapprendre à lire en clé de fa à mon âge, euh, Ouais. c'est ça qui nous, en tout cas, qui me brusque un petit peu. Mais non, c'est pas, on laisse aller les affaires. Là, présentement, mon ministère, il y a des belles affaires à faire au ministère. Nice. On va voir comment que les choses vont évoluer. À la Sûreté du Québec, il y a plein de belles choses aussi. Fait qu'on va voir comment que ça va se passer. Mais c'est sûr qu'à partir du moment que tu as 24, 25 ans, ben là, tu as une certaine liberté, là, dans le sens que là, Ben ouais. si tu décides de quitter, tu peux. C'est plus simple. Mais moi, tant que j'ai du fun, je vais demeurer sur mes positions, puis on verra où est-ce que ça va nous mener tranquillement. Là. Avec un violoncelle puis un petit peu de Bach ou Mozart là, avec ça ou... Ouais, ben le violoncelle, c'est le fun, tu peux faire du jazz aussi avec ça. Hein. Tu n'es pas obligé de le jouer à l'archer. Fait que tu peux faire les deux. Tu peux faire un peu de classique, puis tu peux y aller. Je pense plus classique là, avec du violoncelle, mais effectivement. Ouais, tu peux faire les deux. Fait que c'est polyvalent un petit peu. Ouais. Écoute, je te remercie Francis, puis je sais pas quand est-ce qu'on va avoir la chance de se revoir en personne, probablement au Hackfest au plus tard, là, au Hackfest, mais si je suis dans ton coin cet été, j'arrête puis on prend une bière ensemble. Oui, définitif. Puis j'ai pensé à toi en passant cet après-midi. Ouais. Comment ça? Est-ce que tu es au courant pourquoi que l'Italie ont banni ChatGPT? Oui, je l'ai vu, celle-là. Je suis entièrement d'accord. Tu veux la partager pour ceux qui ne l'ont pas entendu? Ben, je l'ai pas vu de mes yeux vus, on me l'a compté. Mais ce qu'on m'a compté, c'est qu'il y a quelqu'un qui est allé poser une question sur ChatGPT, à savoir si on avait le droit de mettre des ananas sur une pizza. Et il semblerait que ChatGPT aurait répondu que, ben, selon les goûts, oui, on a le droit de mettre des ananas sur... C'est correct de mettre des ananas, et donc l'Italie a banni banni ChatGPT, a dit non, c'est inacceptable. Clairement, il y a de la désinformation. Alors, ouais, exact. Ils m'ont pas encore, j'ai pas encore eu l'influence sur ChatGPT que je devrais avoir. non, ben, gars, on va faire travailler là-dessus, genre. Fait que, merci pour l'invitation. Regarde, ça a été un plaisir. J'espère que tu vas avoir du matériel pour faire quelque chose avec ça. Puis, Oh mon Dieu, regarde, on a 1 heure facile, là. Ça fait 1 heure qu'on jase, puis à part une petite comment on va dire ça, intervention nasale, c'est correct. On va couper ça, c'est quelques secondes, mais écoute, c'est une belle histoire, c'est le fun de partager ça avec tout le monde, puis j'espère qu'il y en a qui ont aimé, puis vont être inspirés de ton histoire. Bon, ben, même chose, fait qu'on se revoit incessamment, puis fait que lâche pas ton beau travail. Yes, sir. Merci, Francis. On s'en parle. Salut.